Si tu perds tes cheveux, ne t'en fais pas mon vieux. Pour les faire repousser, on n'a rien inventé. Ne donne pas ton argent à tous les charlatans. Cher ami, fais comme nous, on s'en fout, on s'en fout. Si ces hommes rient aujourd'hui de leur calvitie, il n'en a pas toujours été ainsi. La plupart des membres de ce cercle des cheveux disparus sont d'anciens grands complexés. Au début, on a pas mal de railleries, de moqueries. Hein, on a un peu de moqueries et tout, mais alors après, on passe à un cap et on tourne ça en autodérision. La vocation de cette confrérie, c'est de vivre sa calvitie dans la joie et la bonne humeur. D'ailleurs, toujours le chauve-souris. Christophe, veux-tu étendre la main droite sur la boule de billard et t'engager à ne pas contrarier Dame Nature qui t'a fait chauve? Et tu dis fermement, je m'y engage. Je m'y engage fermement. S'il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, il y en a encore moins sur celle d'André Agassi ou de Bruce Willis. Même si leur notoriété a popularisé le crâne rasé, le total look boule à zéro n'est pas toujours facile à assumer. C'est la seule chose qui nous reste à faire. Jacques Mercier, figure de proue de la RTBF pendant des décennies, fait partie de ces hommes qui ont dû renoncer prématurément à une chevelure luxuriante. Il m'attend. Alors, on fait comme d'habitude, bien court, ou on laisse un peu de longueur, cette fois-ci? Comment ça, de la longueur? C'est pour me faire rêver, ça. Non, non, très court. Très court, comme bah d'habitude, oui, très d'accord. court. Maintenant, j'assume. Hein. C'est plus la peine de laisser un petit peu pour faire croire. Je ne peux pas ramener à l'avant. Je peux rien faire. Même s'il a pris le parti d'assumer sa calvitie, Jacques Mercier n'est pas très à l'aise avec les miroirs. J'ai l'impression de voir mon père. Ça me vieillit et c'est pas l'image que je me fais à l'intérieur de moi. Voilà. Pour se consoler de la perte de ses cheveux, il reste tous les autres soins qui ramènent vite le sourire à cet éternel optimiste. Ah, c'est bon. J'ai retrouvé une boîte avec toutes les photos. Enfin, des photos d'époque. C'est bien, voilà. Des photos de moi adolescent. Oui, alors, évidemment, j'ai perdu mes cheveux très tôt. Ça a été un problème. Je commençais par les perdre là, sur le côté, hein, comme tout le monde. Il y a une guitare derrière moi. C'était l'époque des feux de camp. Là, j'étais très pensif. Cela dit, ça fait un peu intellectuel, hein. Mais je pensais pas ça à l'époque. Et là, t'es triste déjà, un petit sourire en se disant pourquoi j'ai pas des cheveux d'Italien? Parce qu'il se plaint sans cesse de sa chevelure, la mère du jeune Jacques finit par lui acheter un shampoing anti-chute. J'ai commencé à verser ce liquide un peu noirâtre sur mes cheveux. J'ai commencé à faire ça. Et dans le miroir, à ce moment-là, je vois que ça fume. Et ça commence à me brûler très fort. Donc, j'ai commencé à crier, hurler. « Maman, maman, qu'est-ce qui se passe ?» Alors, elle est montée, elle a regardé. Et il se fait que je m'étais trompé, évidemment, de flacon. J'avais pris un flacon de produit anti-rouille qui voulait mettre sur le châssis en fer de la fenêtre. Donc ça m'a forcément brûlé la peau, les racines des cheveux, et je crois que ça a accéléré, évidemment, ma chute des cheveux. Jacques Mercier a alors une nouvelle idée. Ah oui. Quel nom porte cette île? Je travaillais avec Stéphane Stéman, qui, lui, allait emporter une. On dit aller emporter une, hein, on ne dit pas quoi. Un complément capillaire, voilà, on allait emporter un. Et il m'a incité à faire la même chose. Il me poussait en disant « Mais oui, tu les perds un peu ». Lui, il était déjà assez chaud. Et il m'a dit, pour me convaincre, tu sais, tu n'as qu'à regarder aux États-Unis, dans les films, ils ont tous ça, Frank Sinatra, etc. Donc, tout ce qui marche aux États-Unis, 5 ans après, ça marche ici. Le jury, tout en faisant une toute petite remarque pour l'uniformité, on aurait aimé autre chose, a choisi quand même Théo Bennett. Bravo. Je me souviens d'une histoire, un jour, j'avais
déjeuné à midi avec une jeune personne et ça, les affinités avaient tout de suite fonctionné et on avait pris rendez-vous pour le soir même. Mais je sentais que ça bougeait un petit peu. Et comme ça avait été tellement vite, évidemment, on n'en avait pas parlé et je ne savais pas si la jeune personne le savait. Le soir, rendez-vous avec la jeune personne, donc repas, et puis on va à l'hôtel, dans un hôtel, et puis on est dans la chambre, et puis je suis sous les couvertures, et puis je remonte, et les cheveux étaient hop, comme ça, coupés en deux. J'ai entendu un très très grand cri. Ah, qu'est-ce que c'est? Je lui ai expliqué. Heureusement, elle avait beaucoup d'humour, donc elle a compris le système. Et pour la petite histoire, j'ai conclu. Destiné au départ à améliorer l'image de soi, le complément capillaire de Jacques se révèle finalement source de mal-être. On ment quelque part. Il y a un mensonge. Et je me suis rendu compte de ça avec la télévision, par exemple. Je crois que je n'étais à l'aise en télévision qu'en retirant ça, quand j'étais vraiment moi-même. Et avec Jacques, en fait. Hein. J'ai envie de toucher. À un moment donné, je me suis dit, c'est la goutte qui arrivait, la goutte qui faisait déborder le vase. Je me suis dit, allez, bon, je la retire. C'était près de la RTBF, donc j'ai été à la RTBF. C'était une panique. Hein. Je me dis, on va me dire que j'ai fait de la chimio, n'importe. Enfin, j'imaginais toutes sortes de répliques à donner à ceux que j'aurais croisés, qui auraient ri de moi. Et je me suis rendu compte que personne n'avait envie de rire de moi, que c'était le contraire. On rit de quelqu'un qui met ça, mais pas de quelqu'un qui défait ça. C'est avant tout le regard des autres qui tracasse les chauves. Pour y faire face, certains affirment qu'un crâne dégarni serait signe d'intelligence ou encore de grande virilité. Une chose est sûre, l'hormone masculine par excellence, la testostérone, joue un rôle. Mais avant ça, c'est d'abord une affaire de génétique. Pour le comprendre, nous avons rendez-vous au Centre de génétique humaine de l'Université d'Anvers. Bettina Blaumeiser est spécialiste de la question. La plupart des hommes pensent « si mon père est chauve, je vais aussi devenir chauve ». Or, ce n'est pas comme ça que ça se passe. En fait, c'est surtout un héritage qui vient de la mère et plus précisément du grand-père maternel. Il transmet les gènes de la calvitie à son petit-fils qui aura de grandes chances de devenir chauve. Ainsi, chez les Mercier, le grand-père maternel est chauve. Il transmet à sa fille son chromosome X, dont on sait qu'il est porteur d'un des gènes de la calvitie. La maman de Jacques, qui est XX, comme toutes les femmes, porte donc aussi l'information calvitie. Comme elle transmet l'un de ces deux X à son fils, Jacques avait donc une chance sur deux de recevoir celui qui lui ferait perdre ses cheveux. Bébé, comme un bébé. Oh, c'est doux. Merci, Wissam, c'est bien. Avec plaisir. Tant les hommes que les femmes peuvent hériter de ce chromosome X porteur de calvitie. Mais chez les femmes, plusieurs facteurs, notamment les hormones féminines, empêchent l'expression du gène responsable de la calvitie. Sans couper les cheveux en quatre, c'est plutôt compliqué. Pour éviter la chute des cheveux, il faudrait donc aller voir directement au cœur de notre ADN. Une fois les gènes responsables de la calvitie repérés, il n'y aurait plus qu'à les désactiver. L'idée, c'est d'empêcher l'expression des différents gènes de la calvitie. Dans ce cas, le follicule pileux ne meurt plus prématurément et les cheveux peuvent rester plus longtemps sur la tête. Une idée géniale qui soulagerait bien des chauves. Mais ce n'est pas encore pour tout de suite, car tous les gènes impliqués dans la calvitie n'ont pas encore été découverts. Mais c'est pour bientôt. C'est effectivement une question d'années, une décennie sans doute. Au départ, le crâne du fœtus est lisse comme un œuf. À partir du 3e mois, des cellules spécialisées situées sur la tête reçoivent un signal et le cheveu se met à pousser. Une tête complète d'un adulte normal compte en moyenne entre 100 et 150 000 cheveux. On peut en perdre jusqu'à une soixantaine par jour, sans que cela pose de soucis. Françoise Pot est dermatologue et spécialiste du cheveu.
La pousse des cheveux se déroule suivant un cycle qui a 3 phases différentes. Une première phase où le cheveu pousse et où il va se développer. Et ça dure environ entre 3 et 6 ans, suivant les individus, peut-être suivant les différentes phases de la vie aussi. Puis un deuxième stade où le cheveu arrête de pousser. Et ça, c'est assez court, c'est quelques jours. Et puis, dans le 3e stade, progressivement, le cheveu se prépare à tomber et puis il tombe. Et à ce moment-là, le follicule pileux qui reste à l'intérieur de la peau va être prêt à repartir pour créer un nouveau cheveu. Les cheveux sont donc soumis à des cycles. Et si parfois il nous semble en perdre un peu beaucoup, pas de panique. C'est sans doute simplement la perte simultanée de tout ce qui n'était pas tombé avant. Mais pour une frange non négligeable de la population, le mécanisme de renouvellement des cheveux a des ratés. L'échelle dite de Hamilton permet de graduer la calvitie entre 1 et 8. Le stade 1 correspond à l'absence de calvitie. Le stade 8 à l'alopécie maximale, soit la perte quasi totale des cheveux. Pour certains, il ne reste alors pas d'autre solution que de raser ce qui reste au plus court. Donc vous allez avoir des cheveux plus fragiles au-dessus, qui vont partir plus vite, et des cheveux plus résistants, qui vont persister au niveau de l'arrière de la tête. Le principal coupable, c'est un enzyme. Ce serial killer des cheveux répond au nom barbare de 5-alpha-réductase. Donc cette enzyme transforme la testostérone en une forme beaucoup plus toxique qui est la dihydrotestostérone. Et cette DHT va agir sur le cheveu et va au fond être toxique pour le cheveu et le faire tomber. Sous l'action de la DHT, les 3 phases s'accélèrent. Les follicules pileux ont à peine le temps de pousser que leur croissance s'arrête et qu'ils tombent. À chaque nouveau cycle, le cheveu pousse plus court, mais aussi plus fin, jusqu'à devenir un duvet à peine visible. Ainsi, le chauve a autant de cheveux qu'un chevelu, mais les siens sont de taille microscopique. Face à ce problème, le marché propose les solutions les plus diverses. Du shampoing anti-chute aux compléments alimentaires, en passant par des idées plutôt hors du commun. Comme celle de ce coiffeur colombien qui prétend que la langue de sa vache stimule le cuir chevelu. Oui, mais pour une calvitie sévère, est-ce vraiment suffisant ? Sur le marché, on propose pas mal de traitements en lotion ou en compléments alimentaires. Malheureusement, ils n'ont pas fait vraiment la preuve de leur efficacité. Et je crois que la seule chose qui est vraiment intéressante là-dedans, ce sont 2 produits qui s'appellent d'une part le minoxidil et d'autre part le finastéride. Et ça, ce sont les 2 seuls produits pour lesquels on a des études reconnues quant à une certaine efficacité. Le principe actif du minoxidil provoque une certaine vasodilatation et comme on sait que le poil est en communication avec des vaisseaux sanguins, eh bien c'est par ce biais-là que ça favorise la pousse des cheveux. Le minoxidil ne fonctionne pas à 100%. Il est surtout efficace chez les plus jeunes. Nombre de chauves le combinent avec le finastéride, un médicament à prendre par voie orale. Le finastéride est un autre produit extrêmement intéressant. Ce sont des petites gélules qu'il faut prendre tous les jours. Et donc, ces petites gélules, en fait, vont bloquer la transformation de la testostérone en DHT et donc vont stopper cet effet délétère sur le cheveu. Malheureusement, si on arrête, le processus reprend. Autre bémol, les effets secondaires. Le finastéride pourrait être lié notamment à des troubles de l'érection et à une baisse de qualité du sperme. À chacun donc d'évaluer sa propre balance risque-bénéfice. Généralement, la calvitie s'installe peu à peu, ce qui laisse le temps de s'habituer à cette nouvelle image de soi. Mais d'autres formes de calvitie sont foudroyantes. Là, je n'ai plus
un seul cheveu, plus un sourcil, plus un cil. C'est vraiment le moment le plus dur. Je ne pouvais pas me voir. Mais je me disais que j'allais m'habituer. On ne s'habitue pas. Ça me rappelle de mauvais souvenirs et je me dis oh, bon sang, j'ai été comme ça, je ne peux pas le croire, je ne peux pas le croire. Ça touche tellement à notre image, c'est vraiment... On se sent un peu extraterrestre, hein, carrément. Qu'on puisse voir un petit peu. Un mal-être partagé par cette dame, qui a d'ailleurs demandé l'anonymat. Elle vient aussi consulter le docteur Poth pour la perte brutale de sa pilosité. On parle de pelade. Je vais faire une photo avec ceci, donc je vais appliquer l'appareil sur le cuir chevelu. Un phénomène qui peut toucher aussi bien les femmes que les hommes. Cette machine permet d'évaluer l'étendue de la pelade. Elle compte le nombre de cheveux sur une surface de cuir chevelu déterminée. Le docteur Poth peut mieux se rendre compte de l'étendue des dégâts et comprendre comment la pelade va évoluer. Voilà. Dans certains cas de pelade, le cuir chevelu repousse et pas les cils et les sourcils. Et j'ai déjà vu l'inverse, les cils et les sourcils repoussent et pas le cuir chevelu. Ça arrive quelquefois, mais bon, dans votre cas, je n'ai aucun argument pour craindre que ça ne repousse pas non plus. À l'origine de la pelade, une prédisposition génétique, mais qui ne s'exprime pas sans raison. Et en fait, je pense que ce qui a déclenché ma pelade, c'est un événement subi qui m'a coupé bras et jambes et qui était lié à l'état de santé de ma maman. J'ai appris qu'elle était très mal. J'étais à 300 km, j'étais impuissante et je ne m'y attendais pas du tout. Donc j'étais très attachée à ma maman, j'ai eu une frousse terrible. Et en plus, l'impuissance. Donc je pense que c'est ça qui a déclenché. Et en 3 semaines, je n'avais plus un seul poil, nulle part. Plus de cheveux, plus de cils, plus de sourcils. Je m'éveillais le matin, mon oreiller était rempli de cheveux. J'avais des cheveux noirs, très noirs. Et j'ai vu un premier dermatologue qui m'a d'abord mis sous calmant. Moi, je perdais un peu les pédales. Hein. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. On me parlait de pelade, mais je n'avais jamais entendu parler de ça. La pelade, c'est une maladie où votre propre organisme va attaquer par erreur ses propres cellules. Normalement, le corps est habitué à se défendre contre les agresseurs extérieurs et là, il se trompe. Et il prend pour un agresseur quelque chose qui n'en est pas un, qui est, dans votre cas, vos cheveux. Pour lutter contre ce phénomène, un traitement ingénieux qu'Anne-Catherine suit avec succès depuis 1 an environ. Ici, on va aussi tromper la maladie. C'est-à-dire qu'on va mettre une lotion avec une cible qui va déplacer la réaction. Et au lieu que votre corps attaque vos cheveux, il va réagir à notre produit. Et du coup, les cheveux sont libérés et ils peuvent repousser. Et est-ce que mes cheveux vont rester blancs ? Alors, vos cheveux vont sans doute rester blancs, c'est ce qui semble chez vous, bien que dans pas mal de cas, ça commence par repousser blanc et puis après, ça se repigmente. La réussite du traitement dépend aussi fortement du travail psychologique. Comment est-ce que vous vous sentez pour le moment ? Pas de soucis particuliers, oui. Non. Tout suit son Pas cours, oui. trop de soucis. Non plus, non. Tout le monde est content, tout le monde est bien dans sa peau. Ça, c'est très, très important, ça, parce que la plupart des personnes qui ont des problèmes psychosomatiques ont cette générosité, on va dire, parce que c'est quand même une qualité. Mais c'est une qualité qui se retourne contre soi-même, de s'occuper des autres avant et de les faire passer avant soi-même. Le mental peut faire tomber tous les cheveux, mais il a aussi la capacité de les aider à repousser. Anne-Catherine, comme le Samson de la légende, s'est sentie désarmée par la perte de sa chevelure. Et pourtant... C'est une sacrée aventure, quoi. Mais on apprend beaucoup de choses sur soi et on évolue très bien, je trouve. Ça m'a fait du bien, finalement, après coup. Dans une société de l'image comme la nôtre, ne pas avoir de cheveux est parfois vécu comme une tare, voire un handicap. Paul Baudouin fait partie de ces personnes qui n'ont jamais accepté la perte de leurs cheveux. C'est la raison pour laquelle il se retrouve chez le Dr Steen aujourd'hui. Il y a 20 ans, j'ai pris la décision de faire des greffes de cheveux dans la mesure où je commençais à perdre mes cheveux et que je ne voulais pas être atteint par une calvitie. Il y a une vingtaine d'années, on pratiquait la greffe de cheveux, mais on ne greffait pas par toutes petites unités folliculaires. Ça fait que l'aspect n'était pas tout à fait naturel. C'est ce qu'on appelait
l'aspect en cheveux de poupée sur votre calvitie. Les techniques de greffe ont beaucoup évolué ces dernières années. Le docteur Steen a réalisé sur Paul une nouvelle intervention il y a 3 semaines pour rendre sa chevelure plus homogène. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a réimplanté des toutes petites unités folliculaires entre ces anciens greffons en créant une uniformité. Dans un premier temps, ces cheveux réimplantés vont tomber. Ils vont tomber et repousser ensuite dans 2-3 mois, progressivement. Mais attention, pour que le résultat soit durable, il faut prendre à vie le fameux médicament controversé, le finastéride. Quoi qu'il en soit, ces incroyables photos avant-après incitent de plus en plus de personnes à avoir recours aux microgreffes. C'est le cas de Julie. Il y a des enfants qui m'ont déjà dit « Ah, pourquoi t'as pas de cheveux ?» ou ce genre de choses. C'est des petites remarques qui font que ça touche un peu tous les jours. Et, je suis quand même une fille, donc ce genre de truc, les cheveux, c'est quand même assez important. Et comme ça risque de continuer, voilà, je préfère prendre ça un peu plus tôt que trop tard. Julie présente ce qu'on appelle une alopécie androgénogénétique. C'est une pathologie pour laquelle elle est prédisposée génétiquement et qui va entraîner une diminution progressive des cheveux dans cette région, donc la région de la couronne. Et cette diminution progressive de cheveux est due au fait que les cheveux deviennent de plus en plus courts et de plus en plus fins sous l'effet des hormones mâles. Et oui, les femmes aussi produisent de la testostérone, simplement en quantité moindre que les hommes. Mais chez Julie, hypersensible, ce taux même minime de testostérone suffit à raréfier sa chevelure. Elle va donc se faire greffer ses propres cheveux. Se faire greffer les cheveux de quelqu'un d'autre, c'est évidemment pas possible parce que c'est un tissu différent qui serait rejeté. On ne peut greffer que les propres cheveux du patient. Alors là, on est en train de préparer la zone donneuse. Donc c'est la zone dans laquelle on va prendre le lambeau avant de le découper en micro-greffons, ce qui représente environ 3000 cheveux. La zone donneuse n'a pas été choisie au hasard. Elle se situe à l'arrière de la tête, là où les cheveux sont les plus résistants. Alors là, je suis en train de faire le marquage de la partie que je vais inciser. Donc ce sont les limites de l'incision. Donc tout se fait sous anesthésie locale, hein, bien entendu. L'intervention dure quand même 8 heures, donc ce serait exclu de faire ça sous anesthésie générale. Ce serait beaucoup trop lourd. Ça va, Julie? Nous allons procéder au prélèvement du lambeau. C'est, je pense, la partie la plus délicate. Parce qu'effectivement, je vais devoir faire l'incision exactement dans l'axe des cheveux pour ne pas les décapiter, bien entendu. Je décolle progressivement ce lambeau par mon incision en faisant effectivement bien attention de passer sous les bulbes. Voilà ici la première moitié du lambeau. Le docteur Steen passe à présent le relais à son équipe. Donc ce lambeau qu'on appelle strip, qui vient d'être excisé, est d'abord découpé en fines tranches qu'on appelle des slivers. Et chacun de ces slivers sera ensuite découpé en micro-greffons. Alors chaque micro-greffon contient entre 1 et 3 cheveux maximum. Chaque follicule est précieux et aucun ne doit être perdu. Après la suture de l'arrière du crâne, on va travailler sur le sommet de la tête de Julie pour lui implanter les cheveux. Ça va, Julie? On y va? Je suis en train de pratiquer tous les petits orifices qui vont accueillir les micro-greffons. En fait, donc je fais ces petits orifices entre les cheveux préexistants. Les orifices profonds d'environ 4 mm doivent être pratiqués selon une angulation bien précise pour que les cheveux greffés poussent dans l'alignement du reste de la chevelure. Alors là, les cheveux sont réimplantés
un à un par les assistantes dans les petits orifices que j'ai pratiqués précédemment. Cette dernière étape, particulièrement délicate, demande précision, vitesse et habileté. Dès leur implantation, les cheveux greffés vont reprendre le cours de leur vie. D'ici quelques mois, Julie peut espérer avoir une chevelure digne d'une couverture de magazine. D'ailleurs, elle en rêve déjà. Tant que le patient a des cheveux à greffer, il peut lutter contre la calvitie. Mais que faire si la situation empire? Envisager de se faire greffer les poils du torse sur la tête? C'est un peu tiré par les cheveux, mais sur le plan scientifique, c'est envisageable. Et des greffes de ce type ont déjà été réalisées. Même si esthétiquement, un poil et un cheveu, c'est très différent. Cela dit, chauve ou chevelu, peu importe finalement. La séduction, c'est une question de charme et surtout d'état d'esprit.